Suite, rebonsoir chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à la TFM. Avec nous ce soir, l'ancien procureur spécial de la CREI, M. Alindo, bonsoir. Bonsoir, M. Chérif Diop. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Membre de la coalition Diomaye Président, le contenu de la loi portant amnistie, le projet de loi portant amnistie a été rendu public aujourd'hui, en tout cas l'exposé des motifs et les différents articles. Vous l'avez parcouru. Qu'en pensez-vous? J'ai d'abord une observation générale avant d'arriver dans le texte lui-même. Allez-y. J'ai l'impression que ce projet de loi d'amnistie relève de la diversion. Parce que ce qui intéresse les Sénégalais en ce moment, c'est qu'une date soit fixée pour aller aux élections. Une date qui se tiendra avant la fin du mandat de l'actuel président, comme l'a dit le Conseil constitutionnel dans sa décision, dans sa dernière décision. Et donc, moi, je pense que cela relève plus de la diversion, même si ça peut avoir des effets positifs. Pour vous, l'amnistie n'est pas le sujet du moment? Ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est la date de l'élection présidentielle. Macky a, le 3 février, remis en question cette date. Et depuis lors, le Sénégal est entré dans une crise politique. Et le Conseil constitutionnel lui a demandé, lui a renvoyé la question de la date. Et qu'il devait fixer dans un délai, comment dire, dans les meilleurs délais, dans un délai raisonnable. Oui. Le Conseil affirmant en outre que le mandat présidentiel est intangible et que cette fixation de date ne doit pas aller au-delà du 2 avril. Mais depuis lors, ce que nous constatons, c'est que le président fait du dilatoire. Oui. Le président s'est exprimé aujourd'hui. Il a préféré appeler au dialogue, en tout cas c'est ce qu'il a dit ce matin, pour donner la parole à toutes les parties avant de trouver, parce que aller directement vers une date aurait été un peu plus complexifier la situation déjà complexe. Moi je pense que le Sénégal est un état de droit, est un état de démocratie. Nous avons des institutions qui fonctionnent normalement malgré ce qu'il a dit sur la fameuse crise institutionnelle. Oui. Et donc, il a une proposition de loi prorogeant son mandat a été votée et qu'il a pris lui-même un décret. Oui. Et donc fixant la date de l'élection au 15 décembre. Oui. Proposition rejetée. La loi invalidée et proposition rejetée. Tout à fait. Et la question de la date lui a été retournée. Moi, je pense que même sur ce point, le Conseil n'a pas fait ce qu'il devait faire. Parce qu'à mon avis, le Conseil devait considérer qu'à partir du moment où le décret, son deuxième décret a été annulé, le premier décret convoquant le collège électoral au 25 février reste en vigueur. Reste en vigueur. Voilà. Et dès lors, constatant que ce décret reste en vigueur et constatant le fait considérant le fait qu'il est impossible d'organiser une élection entre le jour de sa décision et le 25 février, le Conseil devait prendre sur lui-même la responsabilité de reporter la date au mois de mars, s'il faut. De fixer une date? Fixer lui-même, voilà. Mais c'est le président de la République qui convoque... Ah non. Ce n'est pas une question de fixation de date. Parce que si on va à l'article 34, la Constitution, quand, à la suite du premier tour, s'il y a un candidat qui est empêché, qui est décédé ou qui démissionne, c'est le Conseil qui est habilité à fixer la date du deuxième tour. Mais seulement nous n'en sommes pas encore là. Oui, on n'est pas dans cette situation. Oui. Mais également, il faut considérer le fait que la situation juridique que le président Macky Sall a créée en annulant l'élection, cette situation n'est prévue par aucun texte de loi, ni par la Constitution, ni par le Code électoral. Or, le Conseil constitutionnel
n'est pas une juridiction ordinaire qui se limite à appliquer la loi. Oui. Le Conseil est créateur du droit. Oui. On va revenir, si vous le permettez, sur en tout cas les attentes, les nombreuses attentes, surtout par rapport à l'après 2 avril. Mais j'aimerais que l'on s'arrête sur cette loi d'amnistie. Voilà. Qu'en pensez-vous? Vous avez lu l'exposé des motifs et les 5 articles. Qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous? Ce que je retiens, c'est que toutes les infractions qui ont été commises pendant cette période, période du 1er février 2021 et 25 février 2024, sont effacées. Autrement dit, amnistiées. Oui. Et donc, les auteurs de ces infractions échappent à la loi pénale à partir du jour où cette loi sera promulguée par le président de la République. Et donc, tous les auteurs de crimes et de délits vont s'en tirer à bon compte. Évidemment, dans la loi, on a prévu que les droits des tiers ne sont pas préjudiciés. Oui, c'est l'article 3, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Mais les parents des victimes n'ont pas besoin d'argent. Parce que ce que dit l'article 3, c'est la réparation pécuniaire. Oui. C'est la réparation pécuniaire. Or, ce que les parents des victimes veulent, c'est d'abord identifier les auteurs des crimes et des délits dont leurs fils ou leurs enfants ont été victimes. Oui. Parce que je pense que si on devait aller à une véritable réconciliation, on devait passer par l'identification des personnes qui ont commis des crimes et des auteurs, voilà, qui ont commis des crimes et des délits Oui. Et puis à partir de ce moment, parce que dès qu'on identifie les auteurs de ces crimes et délits, mais il y a certaines familles qui vont penser qu'au moins une partie du chemin est réalisée. Oui. Et à partir de ce moment, la réconciliation pourra se faire. Mais imaginez quelqu'un qui a perdu son mari, qui a perdu son fils, qui a perdu son épouse, qui se retrouve comme ça du jour au lendemain, on lui dit non, vous avez la possibilité d'aller devant le tribunal pour demander de l'argent, une réparation pécuniaire. Oui. Non, c'est pas ça à mon avis. Et donc, à mon avis, même si cette loi d'amnistie va bénéficier à ceux qui sont actuellement en détention. Oui. Donc pour vraiment expliquer cet article 3, puisque il stipule que l'amnistie donc ne préjudicie pas aux droits des tiers, la contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leur ayant droit. C'est-à-dire que personne ne peut plus aller en prison. C'est ce qu'il faut comprendre. Non, une personne ne peut plus aller en prison parce que vous savez, une infraction pénale comporte 2 aspects. Oui. La partie qu'on appelle action publique et la partie qu'on appelle action civile. C'est la partie action publique qui conduit les personnes en prison. Oui. Et la loi d'amnistie efface la partie action publique. Très bien. C'est fini. Personne ne peut plus être poursuivi, que ce soit en tant que agent de la force publique, ou en tant que tiers qui a eu à commettre une infraction. Oui. Donc les poursuites pénales ne sont plus possibles. Oui. Maintenant, ce qui reste, c'est la possibilité d'aller devant un tribunal civil pour se voir indemniser. Et puis, également, en ce qui concerne la contrainte par corps, parce que vous savez, il y a 2 types de contraintes par corps. Oui. Il y a une première qui est initiée par le parquet, par le procureur, et une autre qui est initiée par la partie civile. Donc l'amnistie interdit au procureur désormais d'exercer la contrainte par corps. Mais par contre, les victimes, les ayants droit, ont la possibilité d'exercer la contrainte par corps, mais ça suppose qu'il y ait déjà une condamnation. Oui. Parce que cette condamnation n'existe pas. Voilà. Oui. Donc il n'y a pas possibilité d'exercer une contrainte par corps. Oui. Parce que pour exercer une contrainte par corps, il faut que la décision soit devenue définitive 3 mois après que la décision soit devenue définitive. C'est à partir de ce moment que la contrainte peut commencer à être exercée. Oui. Or, pour la plupart des personnes arrêtées, il n'y a pas de jugement. Oui. Et donc, impossible. Pour la plupart des faits.
Oui, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas de jugement. Pour la plupart des faits, plutôt, il n'y a pas eu de jugement. Oui. Et du coup, il n'y a pas possibilité d'exercer la contrainte par corps. Une fois que la loi est votée, promulguée, par la suite, comment, quand même, dans ce cas de figure, étancher la soif de justice des familles, des victimes de ces manifestations politiques? Il n'y a plus de voie de recours. Il n'y a plus possibilité d'étancher cette soif de justice parce qu'il ne restera que la réparation pécuniaire. Or, les familles des victimes ne demandent pas d'argent. Les familles des victimes demandent que justice soit faite. C'est ça que les familles demandent, que justice soit faite, qu'on identifie les auteurs, qu'on les traduise devant la justice pénale. Maintenant, il n'est plus possible, à partir de cette loi d'amnistie, d'exercer une quelconque poursuite contre qui que ce soit. En tout cas, toutes les personnes qui de près ou de loin ont touché à ces faits-là, entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, toutes ces personnes échappent définitivement à toute action pénale. Et donc, malheureusement, il n'a... Et a priori, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette loi devrait passer, puisqu'il suffit d'une majorité simple pour qu'elle passe. Mais vous, une fois au pouvoir, en tout cas la coalition Diomaye président, vous voulez abroger cette loi? Pourquoi? Non, mais pour que justice soit faite. Pour que ce qui s'est passé entre février 2021, comme ils le disent dans la loi, et 25 février 2024, que de telles choses ne se reproduisent plus. Quand vous écoutez les jeunes qui vous racontent les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés, brutalisés, des téléphones portables volés, des violences inutiles, mais on se demande dans quel pays nous sommes. Et il me semble que ces faits-là ne doivent pas rester impunis. Vous pensez qu'il y a eu de la torture? En tout cas, d'après les récits des jeunes qui sont sortis de prison, il y a eu beaucoup de cas de torture. Et même des cas de vol de téléphone portable et de sommes d'argent. J'interroge l'ancien procureur que vous êtes. Est-ce que vous pensez que dans nos prisons, il y a des cas de torture? Non, ce n'est pas dans les prisons. Ça se passe dans les lieux de garde à vue. Dans les commissariats? Dans les commissariats. Vous êtes ancien commissaire? Ancien policier, voilà. Oui. Et parce qu'avant qu'il ne soit conduit au commissariat, il y a déjà les éléments du groupement mobile d'intervention qui les interpellent, ou les éléments de la LGI. Absolument. Et ensuite, après leur interpellation, ces personnes sont mises à la disposition d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie. Mais il me semble bien qu'il y a eu des actes de torture à travers les vidéos qui circulent sur l'Internet, et puis les témoignages de ces jeunes-là. Forcément, il y a eu des actes qui ne sont pas encadrés par la loi, des actes hors la loi. Oui, raison pour laquelle vous voulez abroger cette loi une fois au pouvoir, parce que vous dites que la majorité veut échapper à toute poursuite pénale. Oui. Pourquoi? Mais parce que il y a déjà 2 plaintes qui sont déposées, l'une à la Cour pénale internationale, et vous verrez que dans la loi d'amnistie, on a visé l'international. Tout à fait. Vous avez vu? Oui. Et donc, il y a une plainte déposée à la Cour pénale internationale. Et à Paris également. Et au tribunal de grande instance de Paris, au niveau du pôle crime contre l'humanité. Et au-delà de ces 2 plaintes, nous, on envisage, une fois au pouvoir, de déclencher des poursuites pénales contre tous les auteurs de crimes et de délits. Y compris? Tout le monde, sans exclusion. Le président de la République? Oui. Moi, j'estime que ce que Macky Sall a fait à partir du 3 février relève de la haute trahison et qu'il est justiciable de la haute cour de justice. Parce qu'il a violé délibérément la Constitution, il a violé une décision du Conseil constitutionnel, il a entraîné ce pays dans une crise politique qu'il n'a jamais connue. Et moi, j'estime que ce qu'il a fait depuis le 3 février relève de la haute trahison et donc qu'il est justiciable de la haute cour de justice. Et donc lui,
Donc, il peut pas, à mon avis, il ne doit pas échapper. Et pour cette raison, vous voulez, vous abrogerez cette loi une fois au pouvoir. Mais le président Macky Sall, procureur Aliou Ndao, a appelé au dialogue. Il va introduire donc ce projet de loi d'amnistie. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même que tout cela va dans le bon sens, c'est-à-dire emprunte la voie de la justice restaurative? Vous parlez de l'étranger. Il y a beaucoup de compatriotes aujourd'hui, vous le savez, qui ont peur de rentrer. Qui ont peur d'être arrêtés tout simplement à l'AIBD, et cette loi, si elle passe, ces compatriotes pourraient rentrer au pays tranquillement, vous le savez. Sans doute. Oui. Mais l'objectif principal, ce ne sont pas ceux qui sont en détention ou ceux qui sont à l'étranger. L'objectif principal de cette loi d'amnistie, c'est de faire échapper à la loi pénale, à la justice pénale, les auteurs des crimes et délits qui sont au Sénégal, qui ont donné ceux qui ont donné des instructions, et ceux qui ont exécuté ces instructions. Maintenant, par ricochet, forcément, puisque ce sont des faits qui sont amnistiés, forcément, ça va bénéficier à ceux qui sont actuellement en détention, et ceux qui sont à l'étranger et qui veulent rentrer dans leur pays. Mais l'objectif recherché au départ, c'est de faire échapper au camp du pouvoir, échapper aux sanctions pénales, ceux qui sont membres du camp du pouvoir. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris cette loi. Et puis, j'estime que, comme je l'ai dit au début, c'est de la diversion. Ce qui nous intéresse en ce moment, Sénégalais, c'est la tenue de l'élection. C'est la tenue de l'élection présidentielle que Macky Sall a délibérément repoussée. Oui, mais le justicier que vous êtes quand même, procureur Aliou Ndao, est-ce que vous direz que la preuve et la règle de droit sont reléguées au rang d'accessoires au Sénégal? Je vous pose la question parce qu'on a l'impression, en vous écoutant, que le droit a cédé le pas à la force. Oui. Disons, pour revenir à la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil a pris sa décision en déclarant, en invalidant la proposition de loi, en annulant le décret présidentiel et en demandant au président d'organiser les élections dans les meilleurs délais, compte tenu du fait que son mandat est intangible et qu'il devait se terminer au 2 avril. Mais ce que nous avons constaté, c'est que tout ce que le président a fait depuis lors relève d'une stratégie de contournement de la décision du Conseil constitutionnel. Parce que lorsque les 41 recalés sont allés le voir, il leur a opposé l'article 92 de la Constitution en leur disant, voilà, une décision du Conseil constitutionnel, recours, et puis ça s'impose à nous tous. Mais c'est ça la loi, c'est ça la Constitution. Et lui, cette décision s'impose à lui. Et donc, il est tenu de fixer une date d'élection avant la fin de son mandat. Maintenant, tout ce qu'il a fait a commencé par le dialogue. Mais je dois préciser que le dialogue n'a aucun fondement juridique. Ce n'est prévu par aucune loi. Ni un décret, ni un arrêté, ni une loi, encore moins la Constitution. Le dialogue ne peut pas se substituer à la Constitution. C'est évident. Parce que ce dialogue n'a aucune base juridique, n'a aucune base légale. Même si le Conseil a demandé à la concertation. Non, le Conseil a simplement demandé que le président fixe la date dans les meilleurs délais. Et de rencontrer les acteurs politiques pour discuter. J'ai pas vu ça dans la décision. Il y a dans le considérant numéro 18, si ma mémoire est fidèle. Mais pour autant, le Conseil n'a pas demandé au président d'organiser un dialogue. Tout à fait. Il pouvait appeler les candidats retenus, les 19 candidats retenus, et discuter avec eux et fixer une date, au lieu d'appeler un dialogue qui a été boudé par ces mêmes candidats. Et puis, que représente ce groupe de personnes qui étaient présentes au dialogue par rapport à la population sénégalaise? 18 millions de Sénégalais contre 300, 400, 500 personnes. Que représente ce nombre de personnes-là? Donc, ils n'ont aucune légitimité pour parler au nom du pays.
Aucune légitimité. Mais ces personnes représentent des Sénégalais. Des Sénégalais, mais pas tous les Sénégalais. Oui. Une partie des Sénégalais, mais pas tous les Sénégalais. Et donc, ils n'ont aucune légitimité pour parler au nom du peuple sénégalais. Oui. Ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été, disons, ils n'ont aucun mandat à part la convocation que le président leur a envoyée. Oui. C'est tout. Et donc, ce dialogue ne peut pas se substituer à la loi et la Constitution. Maintenant, j'ai entendu dire tout à l'heure par le président que la date est fixée au 2 juin. Non, oui. C'est une proposition. C'est une proposition. Du dialogue. Oui. Pour respecter justement les dispositions du Code électoral, en son article LO 137, oui, mais 80 jours avant. Mais qui doit être validé par le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Or, le Conseil est en ce moment saisi par les autres candidats, les candidats qui ont été retenus, pour lui demander de fixer une date à l'élection présidentielle, qui ont constaté la carence du président et qui ont saisi par conséquent le Conseil constitutionnel. Le Conseil devra rendre plusieurs décisions. Une décision. Oui. Certainement, les deux, l'avis demandé par le président et les requêtes des candidats vont être joints et donc jugés en une seule décision. Et donc, on attend le Conseil constitutionnel. Alors, sur les événements relatifs aux manifestations politiques entre 2021 et 2024, votre ancien substitut, l'ex-ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, était aux affaires. A-t-il une part de responsabilité, lui? Ah oui, parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il a fait preuve d'un zèle inapproprié. Souvenez-vous que dès qu'il a pris fonction, on a l'impression qu'il avait une mission qu'il voulait accomplir, qu'il avait un agenda à l'encontre du parti PASTEF. Oui. Parce que dès le départ, il s'est attaqué à ce parti en invoquant le fait qu'ils auraient reçu des sommes venant d'étrangers. Et avait dès ce stade-là menacé de dissolution le PASTEF. Et il y avait eu une levée de bouclier. Tout le monde avait dénoncé le fait que ce ministre puisse se tromper au point de considérer des cotisations venant de Sénégalais basés à l'extérieur à des fonds venant de l'étranger. Et donc, il a fait machine arrière. Et donc, tout ce qu'il voulait, tout son objectif, c'était de neutraliser le PASTEF. Vous lui en voulez? Oui, en tant qu'homme politique, je lui en veux. Parce qu'il a fait preuve d'un excès de zèle. Et je ne suis pas le seul à lui en vouloir. Oui. Parce que vous-même, vous constatez les injures qui lui sont adressées au quotidien, qui lui étaient adressées à l'époque au quotidien. Maintenant qu'il s'est caché dans un autre département ministériel, il est moins apparent. Il ne s'est pas caché, il a été nommé. D'accord, il a été nommé ministre de l'Énergie. C'est une cachette pour lui. Il est parti se réfugier. Voilà, il est parti dans le secteur réfugier extractif. Alors, procureur spécial de la défunte CREI à Lundo, votre nom sera associé à jamais à celui de Karim Wade. Que vous inspire le rejet de sa candidature et les conséquences que nous connaissons? Moi, j'estime que c'est à juste raison que le Conseil a rejeté sa candidature. Parce que lorsqu'il faisait sa déclaration sur l'honneur, déjà, il faut remonter à 2019. Oui. Il avait fait déjà une déclaration sur l'honneur, estimant qu'il était exclusivement de nationalité sénégalaise. Ce qui était faux, déjà en 2019. Et lorsqu'on est venu en 2023, et qu'il a fait sa déclaration sur l'honneur, il a déclaré qu'il était exclusivement de nationalité sénégalaise. Quelque temps après, il y a eu Thierno Alassane Sall qui a soulevé la question. Et puis, quelque temps après, il y a eu le décret du Premier ministre français, Jacques Attal. Oui, Gabriel Attal. Gabriel Attal plutôt, qui l'a déchargé de sa nationalité française. Ce qui veut dire qu'au moment où il faisait sa déclaration sur l'honneur, il avait toujours sa nationalité française. Oui. Oui. Même s'il avait fait sa demande au mois d'octobre. Mais tant qu'il n'est pas déchu, tant qu'une décision n'est pas prise, il garde toujours sa nationalité française. Ouais, c'est la loi française. Il garde toujours sa nationalité française. Il faut qu'il y ait un acte du gouvernement
le décharge de cette nationalité. Et or, cet acte est intervenu bien après qu'il ait fait sa déclaration sur l'honneur. Oui. Et du coup, le Conseil a constaté que, mais au moment de sa déclaration de candidature, Karim Wade avait une double nationalité. Mais qu'est-ce que vous pensez des conséquences, politiquement, je parle hein. Non, à mon avis, il n'y a aucune conséquence politique. Je pense que le Conseil a pris sa décision, le vin est tiré, il faut le boire. Oui. Même si on peut reprocher au Conseil des erreurs, mais l'article 92 est très clair. Concernant Rose Wardini. Rose Wardini, voilà. Oui. Parce que il faut savoir une chose. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de faire le tour du monde pour savoir si les candidats ont une double, une triple ou une quadruple nationalité. Non, ce n'est pas son rôle. Oui. Le Conseil reçoit les déclarations sur l'honneur uniquement. Parce que le temps qui lui est imparti pour rendre déclarer la liste provisoire et la liste définitive, ce temps ne lui permet pas de faire le tour du monde pour voir si monsieur Untel est américain ou français ou espagnol ou italien. Mais concernant Karim Wade, si les conclusions du dialogue sont retenues par le Conseil, vous savez qu'il peut être remis en jeu. Oui. Si le processus est repris et qu'il dépose sa candidature, c'est sûr qu'il va passer parce qu'il est en ce moment déchargé de sa nationalité française. Voilà. Oui. Mais je vois mal le Conseil revenir sur sa décision. Oui. Deux dernières questions sur le fonctionnement de la justice. D'abord, reparlons de la loi d'amnistie, la loi qui vise les manifestations politiques donc survenues entre 2021 et 2024 et certaines manifestations, on peut le dire, à l'une d'autres, sont liées au démêlé judiciaire de M. Ousmane Sonko. Ma question, c'est en République, comment comprendre qu'à partir d'un cas personnel, on en arrive à ce quasi-blocage institutionnel? Bon, je pense que c'est la politique. Hein. C'est la politique qui a conduit à cette situation-là. Parce qu'on a constaté que les deux camps se regardent en chien de faïence et que chacun des camps n'accepte de faire aucune concession à l'endroit de l'autre. Et du coup, la situation devient bloquée sur le plan politique. Et donc, tous les coups sont permis, malheureusement. Tous les coups sont permis en politique. Tous les coups sont permis en politique, voilà, malheureusement. Mais beaucoup dénoncent le primat du politique sur la justice. Vous avez peut-être fait les frais. Hein. On ne va pas revenir sur les faits, mais pensez-vous que la justice peut retrouver ou avoir en tout cas cette autonomie décisionnelle, notamment vous, les chefs de parquet? En tout cas, nous, dans notre programme, il y a un point essentiel qui vise la relation entre les procureurs et le ministre de la Justice. Parce que tout le monde de la justice vient en réalité de là. Parce que les procureurs sont considérés comme des agents subalternes du ministre de la Justice, ce qui ne doit pas être d'ailleurs. Ce que vous avez refusé. C'est ce que j'ai refusé, voilà. Parce qu'on m'a relevé dans les conditions. Voilà, dans les conditions dans lesquelles j'ai quitté là, en pleine audience, tout. Donc, parce que j'avais considéré qu'un procureur n'est pas un agent servile qui exécute aveuglément ce que son ministre lui demande. Moi, j'en étais arrivé à dire carrément non au ministre, je ne le fais pas, à dire non au président Macky Sall lui-même dans son bureau, je ne fais pas ça. Bon, ils ont considéré que j'étais un rebelle, et donc voilà. Que vous semiez la zizanie. Non, pas la zizanie, mais un rebelle. Et puis, ce qu'il craignait le plus, c'est que mon cas ne fasse tache d'huile au niveau des autres magistrats. Parce qu'en principe, un procureur, il est sous subordination hiérarchique. Mais que ce procureur se permette de dire à son ministre, je ne fais pas ça, parce que ce n'est pas conforme à la loi, qu'il dise au président, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas conforme à la loi, mais les autres juges qui ne sont pas sous subordination hiérarchique, qui sont théoriquement indépendants, peuvent être tentés de faire exactement ce que je suis en train de faire. Et donc, d'où la crainte que mon cas fasse tache d'huile au niveau des autres magistrats, et puis donc ils disent, bon, Aliouna va servir d'exemple. Mais quel a été le sujet
parce que paraît-il, vous êtes allé un peu plus loin. Quel a été vraiment le facteur déterminant, décisif, qui a conduit à votre exclusion? J'ai commencé à enquêter dans le camp présidentiel. Concrètement? J'ai commencé à enquêter, je ne vais pas entrer dans les détails. Oui, mais pour que l'on comprenne. Parce j'ai commencé à mener des enquêtes, concernant des autorités du camp présidentiel sur leur patrimoine. Oui. À commencer par le président lui-même. Oui. Je me suis intéressé aux 7 milliards de Taïwan. Voilà. Oui. Que Idrissa Seck prononçait souvent, voilà, et puis il exhortait régulièrement Macky Sall à faire la lumière sur les 7 milliards. Oui. Et donc, je me suis intéressé là pour savoir d'abord comment ces fonds sont arrivés au Sénégal, comment ils ont été utilisés, comment le partage a été fait, qui en a bénéficié. Et ça vous a valu... ce qu'ils ont appris que j'étais en train de mener de grappiner dans leur propre champ, ils ont dit mais ce gars-là il est dangereux. Oui. Sans compter maintenant les autres cas où j'avais fait acte de rébellion en leur disant ça, monsieur, je ne le fais pas. Parce que j'estime que ce n'est pas conforme à la loi. Oui. Dans ces dossiers où le juge se retrouve pris en tenaille, ces dossiers politico-judiciaires où le juge se retrouve pris en tenaille entre la pression de l'opinion publique et les injonctions, vous l'avez dit, de la hiérarchie, quelle doit être la boussole du justicier? Bon, vous savez, les juges ne sont pas concernés par la subordination hiérarchique. Oui. Elle ne concerne que les procureurs. Oui. C'est à ce niveau que je formule des critiques à l'endroit des juges. Parce qu'ils ont la mauvaise habitude de se soumettre au procureur. Et d'ailleurs, il n'y a pas de justice. Quand le juge se soumet au désiderata d'un procureur, ce dernier lui-même reçoit des instructions du pouvoir exécutif, mais il n'y a plus de justice. Dans le cas des manifestants, dans le cas des dossiers des manifestants, mais il y a un avocat qui m'a fait un aveu de taille, il est allé le voir, un juge d'instruction, il lui dit non, va voir le procureur parce que c'est lui qui décide. Alors que lui, juge d'instruction, il a le dossier, il a le pouvoir de libérer, d'accorder la liberté provisoire, même si cette décision est contestée devant la chambre d'accusation. Oui. Moi j'estime qu'il faut que les juges prennent leurs responsabilités, qu'ils tranchent conformément à la loi et non pas par rapport à ce que veulent les procureurs. Qu'ils fassent preuve d'indépendance à l'endroit des procureurs, parce que les procureurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont considérés comme des agents auxiliaires. C'est ce qui vous fait dire que la libération des détenus dits politiques, dont votre fils, on peut le citer, Lamine Ndao, a créé un dysfonctionnement au sein de la justice. Pourquoi dites-vous cela? Je le dis parce que, de mémoire de magistrat, je n'ai jamais vu un nombre important de détenus libérés du jour au lendemain, sans procès, sans rien. Parce que ce qu'on connaît d'une... Oui, mais enfin, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Ah non, attendez. En tout cas, Aïssata Tall Sall l'a dit. Excusez-moi du terme, mais raconte des histoires. Ah bon? Il n'y a jamais eu de demande de mise en liberté provisoire. La ministre l'a dit en conférence de presse. D'accord, il l'a dit, parce que lorsque les libérations ont eu lieu, il y avait un levier de bouclier sur cette manière de libérer, sur cette manière grossière de libérer des détenus, jusqu'au sein de la magistrature. Et donc, ne parlons même pas de l'opinion publique. Et donc, elle s'est sentie obligée de venir justifier devant l'opinion que voilà, c'est à la suite. Non, il n'y a jamais eu de demande de mise en liberté provisoire. Cela pour relever à tout le moins dans ce qu'on appelle les libertés d'office. Les libertés d'office. Je pense que c'est ce qui s'est passé en réalité. Oui. Mon fils n'a jamais fait de demande de mise en liberté provisoire. Il a été libéré. Son avocat n'a jamais fait de demande de mise en liberté. Il a été libéré. Donc pour dire c'est un cas pratique. C'est un cas pratique. Et puis d'autres, parce que vous savez, mon épouse est dans membre du collectif des parents des détenus. Et donc, les informations passent à travers ce... Oui. Et donc, toutes les personnes qui ont été libérées n'ont jamais fait de demande de mise en liberté provisoire. C'est parce que c'est lorsque le président a parlé de décrispation de l'espace politique, et lui-même il a dit en conseil de ministres que j'ai donné des instructions au garde des Sceaux pour qu'elle prenne des mesures dans le but de pacifier l'espace et aussitôt, dès le lendemain, les libérations ont commencé. Et donc, il n'y a aucun acte venant des détenus
pour leur permettre de sortir de prison. Et vous dites que c'est ça qui a créé un dysfonctionnement À mon avis, c'est un dysfonctionnement. Parce que vous savez, le dysfonctionnement va plus loin d'ailleurs. Parce que pour la plupart, pour ne pas dire l'écrasante majorité des personnes arrêtées, il n'était pas nécessaire de le garder autant de temps en prison. Mais imaginez quelqu'un qui fait un post sur Facebook. Oui. On le poursuit pour appel à l'insurrection. Mais ce bonhomme, on n'a pas besoin de le garder 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais on peut tout de suite le traduire devant le tribunal correctionnel, devant le tribunal flagrant délit, pour jugement. Mais non, ils ont préféré envoyer tous les dossiers à l'instruction. Le juge, le premier jour, il les met sous inculpation, et puis il les laisse en prison. Pendant 5 ans, non plutôt pendant 6 mois, parce que 8 mois pour certains, 8 mois pour certains, pour ensuite les appeler, les entendre les écouter pendant 5-10 minutes et les retourner en prison. Certains ont été arrêtés quand même pour des faits de troubles à l'ordre public. Hein. Mais même tous ces faits, ce sont des faits qui doivent être jugés. Parce que quand on vous prend pour une infraction quelconque, qu'on vous emprisonne, votre droit primaire, c'est d'être jugé. Dernière question. L'après 2 avril, qu'est-ce que vous demandez au Conseil constitutionnel? Ce que je demande. Comment voyez-vous déjà la situation? Le président a fait ses cartons, il va partir, il a dit. Il l'a dit, mais est-ce qu'il le fera? C'est ça la question. Il l'a dit, mais est-ce qu'il le fera? Ce que je demande au Conseil constitutionnel, c'est de prendre sur lui la responsabilité historique de fixer la date d'audience, plutôt la date des élections, le premier tour, pendant le mois de mars. S'il en a les prérogatives. Il en a les prérogatives. J'estime que cette situation que nous traversons n'est prévue par aucun texte de loi, ni la Constitution, ni le Code électoral. Et que donc il appartient au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités, étant un organe créateur de droit, de dire que un tel cas de figure doit être réglé de cette manière-là. Très bien. Et puis, voilà, fixer la date d'audience, d'autorité, d'autant plus que toutes les parties lui demandent. Le président lui demande un avis, les autres candidats lui demandent de fixer d'autorité la date. Donc il appartient, à mon avis, au Conseil constitutionnel de sortir le Sénégal de cette crise politique que Macky Sall a créée délibérément. Merci beaucoup, monsieur le procureur Alioune Ndao. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.